arrive à notre troisième tension entre l'EPS et le sport. Alors j'ai mis le sport, des fois j'ai mis les sports, bon, vous m'excuserez, on va dire le sport au sens large du terme. Peut-être vous ne l'avez pas vu, mais avant le rapport de la Cour des comptes, pendant l'été, il y a eu une proposition de projet de loi, qu'on appelle une PPL, qui a été déposée par des députés La République En Marche, le 24 juillet. Je ne vous en veux pas si vous ne l'avez pas vu passer, hein, c'était bien aussi d'être en vacances. Mais c'était déjà une alerte. C'est-à-dire tout le monde, je vous dis, tout le monde veut parler de sport et tout le monde veut dire comment est-ce que la nation doit s'organiser pour aller dans le sens des préconisations du gouvernement et de la priorité. Donc il propose la mise en place d'expérimentations d'exercices d'éveil au début de chaque matinée d'enseignement et des après-midi d'activités physiques sportives. Ça vous dit quelque chose? Ça résonne un peu sur cours le matin, sport l'après-midi, etc. Ok. Et il souhaite aussi fonder la notation des élèves en sport sur leur progression. Donc quand vous lisez ça, le 24 juillet, vous dites, donc déjà ça vous énerve un peu, mais vous vous dites, mais l'EPS, personne ne comprend ce qu'on y fait, quoi. On sait pas. Alors que fonder la notation des élèves en sport, donc sport, il faut entendre EPS derrière, hein, d'accord, sur leur progression, et heureusement qu'on fonde notre note sur autre chose que de la performance, sur autre chose de ce qui est proposé dans cette, pour contrer, enfin dans cette PPL, pour soi-disant contrer ce qui se ferait dans le monde scolaire. Donc déjà, c'était la première alerte. Bon, il y avait aussi le fait qu'on ouvre les installations sportives des équipements, des établissements scolaires. Ça, tout le monde va être d'accord avec ça, il n'y a pas de débat. Et puis, donc, est arrivé récemment, hein, rendu public le 12 septembre, on est vraiment dans l'actualité, le rapport de la Cour des comptes. Où là, on nous dit que, déjà que l'EPS n'est pas du sport. Bon, ça... on le savait, nous on le savait, mais a priori les conseillers, les magistrats de la Cour des comptes l'ont un peu découvert. Non seulement c'est pas du sport, mais ça ne sert pas le sport. C'est-à-dire ça évolue en parallèle et le sport ne récupère pas les royalties, j'allais dire, ou les retombées de ce que pourrait être l'éducation physique et sportive. Donc là, franchement, il faut le lire. Au moins la synthèse, franchement. C'est quand même intéressant. Il y a des choses qui sont bien d'ailleurs. On zoome sur l'enseignement de l'éducation physique et sportive dans le premier degré, qui n'est pas fait, et ça c'est vrai. Ça on peut être plutôt satisfait qu'à un moment ce soit dit. Oui, les 3 heures d'EPS dans le premier degré, c'est pas fait. C'est la variable d'ajustement, etc. Ça on peut se mettre d'accord. Il y a toute une partie aussi sur les... Je ne parlerai pas de l'association sportive de l'UNSS parce que là c'est vraiment un autre débat, mais il y a toute une partie aussi sur les équipements en disant les collectivités n'assurent pas ce qui est de leur devoir de proposer des équipements sportifs pour que les programmes pour que les pratiques sportives puissent se réaliser. Donc ça on peut être d'accord. Mais après sur l'EPS, il y a vraiment beaucoup de confusion. D'abord, la terminologie est mal comprise. Donc là, on paye le référentiel bondissant. Hein. Je vous le redis, il nous hante celui-là. Il a priori jamais existé. Ce serait quelque chose d'un peu, plutôt une espèce de grosse rumeur de notre discipline. Mais en tout cas, je vous assure qu'à chaque fois qu'on rencontre le cabinet, des gens qui sont vraiment... Je me prends le référentiel bondissant, vraiment. Je vous assure, hein, je le partage avec vous, mais je l'ai. Donc, évidemment, la terminologie est mal comprise. Bon. En tout état de cause, éloigné des standards pratiqués par le mouvement sportif. Ok. Et là, il pointe une divergence profonde de vision entre la conception de l'instruction physique et sportive. Donc là, on a basculé, on n'est plus dans une éducation, on est dans une instruction physique et sportive en tant que discipline d'enseignement et les attentes du mouvement sportif. Et là, on voit très bien que l'EPS doit correspondre aux attentes du mouvement sportif. Voilà, c'est dit. Et une des conséquences,
c'est qu'en effet, l'EPS évolue en parallèle du monde sportif. Alors, l'intérêt, c'est que ça a fait beaucoup réagir quand même, hein. Le café pédagogique, là, je mets un petit bout de l'article. Le SNEP a réagi, Didier Delinière, la C3D, là, récemment sur son blog, ça fait réagir. Le premier qui a réagi, puisqu'il faut savoir que le rapport de la Cour des comptes, il est d'abord envoyé aux ministres qui sont concernés. Et donc, les ministres ont le droit de répondre, enfin, même intérêt à répondre. Et donc, les ministres ont répondu. Donc, notre ministre, mon ministre, le vôtre aussi, mais le mien surtout, parce que a répondu au rapport de la Cour des comptes. Donc, nous, au niveau de l'inspection générale, on ne peut pas répondre, on ne peut pas sur-répondre à ce que le ministre a répondu. Et je tiens à souligner que nous n'avons pas fait les éléments de langage du ministre, hein. Ce n'est pas nous qui avons fait la réponse. Mais c'est juste pour vous situer dans tout ça, toute cette problématique qui fait que nous, ça nous interroge sur notre lisibilité. Et je pense que s'il y a une chose qu'on doit partager, c'est ça. Aidons-nous les uns des autres à nous rendre lisibles. Alors, il y a un gros débat sur l'efficacité de l'EPS. J'ai regardé les rapports de la Cour des comptes, hein, il y a plein de choses très intéressantes. Je ne me souviens pas d'un seul rapport sur l'efficacité de la philosophie ou de l'efficacité des mathématiques. Ça, je ne me souviens pas. Alors, c'est sûr que les autres disciplines, à un moment, elles ont des rendez-vous, elles ont des PISA, elles ont des enquêtes par l'ADEP, vous savez, qui dit, là il y en a une très récente qui est sortie où on a dit les petits Français en sciences, ça va pas, ils ont baissé, etc. Donc ils ont les autres disciplines ont des repères un peu externes qui sont organisés. Donc est-ce que ça veut dire que l'EPS pour ça n'est pas efficace, alors que je pense qu'on est la seule discipline à pouvoir produire depuis 15 ans l'évolution des résultats au bac, avec les épreuves qui sont réalisées, avec la différence que ça fait entre les garçons et les filles, chose qui n'intéresse absolument aucune autre discipline, des résultats on en a, on y reviendra. Mais ça n'est pas dans la conception de ce qui est attendu par les rapporteurs, en tout cas de la Cour des comptes, qui mélangent, qui associent l'évaluation de la capacité physique. Ça pourrait s'entendre, on pourrait dire faisons un point sur la capacité physique des élèves de 3e après leurs heures d'EPS. Mais c'est pas ça qu'ils demandent. Eux, ils sont sur de la performance sportive. C'est-à-dire, il faudrait qu'on dise, une élève de 3e, il faut, je sais pas, une élève de 3e, il faut qu'elle saute 1m20. Je caricature un peu, mais c'est pas loin quand même de ça. Et donc là, évidemment, on peut pas se rejoindre. C'est qu'il y a une vraie différence de conception. Et il faut se rendre compte d'une chose, c'est que la majorité des gens en dehors de notre système, mais voire en dehors juste de notre discipline et parfois même dans votre salle des profs, ils n'ont de représentation de l'éducation physique que leur vécu ou celui de leurs enfants, voire pour les magistrats peut-être de leurs petits-enfants. Et donc, voilà, ils n'ont que ce qu'on leur donne à voir ou ce qu'on leur raconte. Pas un, là je mettrai ma main à couper là-dessus, pas un des magistrats n'est allé voir un cours de PS. Notre grosse différence, Bernard l'a rappelé cet après-midi, mais nous on défend ça, hein. Les inspecteurs généraux, quand ils produisent des rapports, ils sont allés dans les classes, ils sont allés rencontrer des profs, ils sont allés voir des élèves. Donc lisez les rapports de l'inspection générale parce que eux, ils sont vraiment appuyés sur la réalité de ce qui s'y produit. Tous les autres rapports, et il y en a, parlementaires, les rapports de la Cour des comptes, etc., ils vont rencontrer des acteurs qui vont leur parler d'eux, mais ils ne vont pas les voir. Donc nous, on défend les rapports d'IG. C'est normal, c'est notre soupe. Les IG aussi s'appuient sur les inspecteurs pédagogiques régionaux, à qui j'ai déjà rendu hommage, mais je vais continuer, parce que eux aussi, ils vont dans les classes. Et comme on a dit que l'EPS c'était tout le monde, c'était aussi eux, les 90 qui évidemment sont avec nous, eh bien on a une vision de l'EPS qui, je pense, est beaucoup plus juste que la majorité
de tous ceux qui peuvent raconter des choses sur l'école, sur le PS, voire de certains papiers parfois dans quelques bulletins officieux. Il faut savoir que les IPR, là, alors j'ai le chiffre exact, je me suis amusée à aller le chercher. L'année dernière, ils ont fait 4869 rendez-vous de carrière en France. C'est beau, hein? Plus les inspections de titularisation, plus tout ça, c'est 5000 observations en moyenne de classe. Et là, ils y vont dans les classes. Donc quand on a un état de la discipline qui est fait par rapport à ce que les inspecteurs ont vu, ben on peut se dire que celui-là, il est plus robuste que ce que d'aucuns pourraient dire sur la discipline. Alors, par rapport à tout ça, se rajoute un petit événement, les Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024 qui ne vous auront pas échappé, et pour lequel tout le monde est déjà en train de se préparer. On a des labellisations, il faut impérativement, là, la société, elle nous presse pour nous dire il faut que le pays, la nation soit prête à accueillir ces Jeux, et que ce soit une réussite, et que tous les Français, les petits Français, soient tous sportifs d'ici là. Alors moi, j'ai rien contre ça, mais ce que je veux dire, c'est que dans tout ce panorama, là c'est compliqué pour le PS, à tous les niveaux. Donc il faut qu'on ait ça en tête, et il faut que, encore une fois, on soit solidaire sur cette affaire-là. Troisième tension entre le national et le local. Celle-là, peut-être je ne sais pas si vous la percevez aussi bien. Nous, on a toujours cette idée-là, c'est-à-dire qu'est-ce que doit préciser le niveau national et qu'est-ce qui n'a pas besoin d'être précisé pour que le local puisse s'en emparer. Vous savez qu'on est, avec la décentralisation, on a quand même un système qui est beaucoup moins jacobin, comme on dit, c'est-à-dire que c'est pas, voilà, tout ne descend pas du ministère. Mais en revanche, on a quand même des points qui sont essentiels. Le national donne l'organisation du système éducatif. Il donne quelles sont les disciplines. Les disciplines que l'on connaît, ce sont des constructions. Ce sont des constructions institutionnelles qui sont anciennes, mais on met la chimie avec la physique, on aurait pu mettre la physique avec les maths, mais il se trouve que partout en France, les professeurs, ils sont professeurs de physique-chimie. Ils ne sont pas professeurs, il n'y a pas certains endroits où il y en a qui font de la chimie, d'autres de la physique, vous voyez, c'est un exemple. Donc les disciplines, c'est partagé, les horaires sont partagés, les spécialités, là, actuellement, le socle commun. Tous ces éléments-là, ce sont des éléments qui permettent de garantir une forme d'égalité territoriale. Et puis, il y a les contenus. Et les contenus, ils passent par l'intermédiaire des programmes. Donc les programmes, ils sont tout autant là pour infléchir, pour tenter d'infléchir les pratiques. Parfois, on y reviendra, mais surtout pour construire la culture commune qui rassemble, bon là, évidemment je suis un peu caricaturale encore, mais qui rassemble le lycée Henri IV et le lycée de Sarcelles, et le lycée de Nouméa et le lycée de Créteil. Donc c'est une vraie gageure. Je ne sais pas si vous vous êtes promené un peu, mais l'intérêt de l'inspection générale, c'est qu'elle a plein d'académies sur le territoire national. Et moi, pour être allée à Mayotte, ou pour avoir Versailles ou Dijon, je vous assure que ce n'est pas les mêmes conditions. Donc il faut que nos programmes puissent donner un cadre suffisamment général et suffisamment organisateur pour que partout, on puisse le décliner. Alain Boissineau, donc, qui est... Je pense que vous connaissez, ancien recteur de Versailles je l'ai eu comme recteur moi, pendant 9 ans, Alain Boissineau, donc maintenant il est à la retraite, il écrit beaucoup, il a encore écrit d'ailleurs dans la dépêche AEF, je crois cet après-midi, sur l'éducation prioritaire. Il a été aussi le premier président du Conseil supérieur des programmes. C'est lui qui a écrit la charte, c'est lui qui a un petit peu impulsé la définition du socle commun de connaissances et de compétences et de culture. Donc, au-delà, moi je suis fan d'Alain Boissineau, donc je suis pas, voilà, mais au-delà de ça, c'est quelqu'un qui connaît éminemment bien le système. Et donc lui, il avait résumé en 2001 que les programmes étaient une charte commune à tous, comme ce qui est la garantie d'une éducation réellement nationale.
on s'appelle un ministère de l'Éducation nationale. Du coup, quelle part pour le local? Pour le local, c'est toute la mise en œuvre en fonction des caractéristiques spécifiques du territoire, des besoins des élèves. Les besoins, ce n'est pas les mêmes à Nouméa, encore une fois, dans la Nièvre ou ici ou à Créteil. Donc il faut qu'on ait suffisamment de marge de manœuvre pour pouvoir mettre en musique des programmes ou des axes, des caps qu'on se sera fixés. D'ailleurs, dans la charte des programmes, donc j'en arrive à ma définition théorique, vous voyez, si vous vouliez une définition théorique, il y en a. Hein. Moi, je suis allée la chercher dans la charte des programmes. On appelle programme toute prescription qui définit ce qui doit être enseigné dans les écoles. Ok ? On revient à notre norme nationale ici, qui est à ce titre la référence centrale de l'éducation et la garantie d'une ambition et d'une culture commune. Cette phrase-là, elle a du sens à l'école, bien sûr, mais elle a du sens aussi en EPS. Ce sera quoi notre ambition et ce serait quoi la garantie d'une culture commune? Pas seulement par les APSA ou pas seulement par ce qu'on va proposer, mais on a vraiment comme obligation que nos programmes arrivent à garantir une forme de culture commune. Alain Boissineau, toujours le même, mais parce qu'il a beaucoup écrit sur les programmes, a pointé la tension dans dans ce qu'on entend par programme. Soit c'est un objet professionnel, avec donc un jargon un peu spécialisé, qui est vraiment fait pour les spécialistes, soit ça doit être un objet accessible à l'usager. Bon, lui, il est plutôt sur cette dimension-là. Hein. D'ailleurs, il considère que les programmes de collège précédents étaient davantage un objet accessible pour tous. Et il trouve que les programmes de lycée, pas en EPS, mais plus basculé vers un objet professionnel. Donc il y a cette idée, c'est pour qui un programme? À qui ça doit s'adresser? Et là, c'est intéressant de voir le Conseil supérieur des programmes, dans laquelle, encore une fois, il a été président. Elle a été recréée au moment de la réforme Peillot, 2013. 2014, il a dû être créé par là, la charte date de 2014, comme une instance indépendante. C'est-à-dire que c'est le CSP qui propose au ministre les programmes. Après, le ministre, il reste ministre. Hein. Il a le droit de dire ce qu'il veut. Mais c'est le CSP qui propose au ministre. Vous vous rappelez les programmes 2008, 2009, 2010 ? Enfin, il y en a qui n'étaient pas nés, non, si, quand même. Ceux-là, il n'y avait pas d'instance. Hein. C'était les inspecteurs généraux. Il y avait un inspecteur général qui était en charge de constituer son groupe d'experts, et c'était lui qui faisait ses programmes. Donc programme collège en 2008, programme lycée pro en 2009 et programme lycée en 2010. Et auparavant encore, 2001, 2002, 2003, qui pour moi constitue une vraie bascule dans notre discipline, une vraie bascule, en tout cas dans l'institutionnel. Et là, il y avait un CNP, Conseil national des programmes. Ceux qui ont écrit les programmes EPS, c'était sous l'égide de Gilles Klein. Ce Conseil supérieur des programmes, donc CNP, après IG, là on revient à un Conseil supérieur des programmes. Actuellement, vous savez qui il y a dans le Conseil supérieur des programmes? C'est qui c'est? Qui est le président? C'est une présidente. C'est une collègue IG de philo, s'appelle Souad Ayada. Donc c'est une collègue IG. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 16 membres, dont 8 sont des élus. 3 sénateurs, 3 députés, 2 du Conseil environnement, économique, social et environnemental, le CESE. D'accord? Donc 8 qui considèrent, qui sont de la représentation nationale. Et c'est important parce que ça veut dire que dans cette tension, on considère que la représentation nationale a son mot à dire sur les programmes qui sont constitués. C'est un vrai choix. Alors, pour contrebalancer, il y a quand même 8 qui sont des personnalités choisies par le ministre. Donc, bon, je pense que ça doit se jouer, ça doit s'équilibrer. Mais en tout cas, symboliquement, dans ce CSP, il y a des représentants de la nation qui sont donc considérés comme ayant leur mot à dire sur la fabrique des programmes.
Voilà. Que comporte un programme? Je ne vais pas le lister parce que ce n'était pas prévu, de toute façon. C'était juste pour vous mettre en évidence que le programme, il explique les choix, donc le pourquoi. Il décide des compétences, il dit le quoi. Et il laisse aux enseignants et aux équipes pédagogiques des espaces d'initiative et de responsabilité, notamment pour leur permettre d'apprécier comment atteindre les objectifs du programme. Donc il ne dit rien du comment faire. Le chemin, c'est votre liberté pédagogique. Et là, on voit bien la tension entre le national et le local. Qu'est-ce qui relève du national? Qu'est-ce qui relève du local? Ok? Donc, tout ça, c'était l'arrière-plan, hein, qui, encore une fois, est un arrière-plan qui n'est pas palpable, pas toujours. Mais nous, on le perçoit. On y est confronté, parfois. Donc maintenant, quel est l'esprit des nouveaux programmes des lycées? Alors je vais essayer à chaque fois d'associer le programme lycée pro, mais je m'en excuse d'emblée. Pourtant, je suis fervente défenseur de la voie professionnelle, mais il est quand même plus... je les ai moins bien associés. Mais comme ici, vous avez le grand responsable de cet excellent programme de la voie pro, nous pourrons quand même en discuter. Donc en résumé, le programme d'EPS, ils doivent tenir compte d'influences externes de la société, j'y reviens pas, interne au système éducatif, c'est la réforme du lycée, etc. On ne peut pas se mettre à part, hein. Et interne à la discipline, avec la question, est-ce qu'on s'est déjà posé la question, que perdrait un élève s'il ne faisait pas d'EPS? Ou s'il n'y avait pas d'EPS à l'école, qu'est-ce qu'on inventerait? Pas sûr qu'on inventerait les mêmes choses. Hein. À voir. C'est un beau sujet d'écrit, ça. Hein. Donc, dans les influences internes à la discipline, il y a définir d'où l'on part. Et ça, on sait. On a fait quelques constats issus des anciens programmes. Donc, je vais les partager avec vous. Les anciens programmes, par exemple, là, actuellement, ils ont provoqué une vraie évolution des pratiques professionnelles. C'est-à-dire que le cadrage des compétences attendues, niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, niveau 5, par APSA, elle a pu faire apparaître bien davantage la dimension méthodologique et sociale, contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est-à-dire que ça a une vraie, par rapport à entre 2001 et 2015, il y a eu une vraie évolution de ce côté-là. Il y a une vraie évolution aussi pour que l'EPS devienne véritablement inclusive au sens large du terme. Hein, c'est-à-dire que toute cette première partie, c'est aussi ça. On a fait évoluer les attentes par rapport à l'EPS et par rapport aux compétences entre la dimension motrice et méthodologique et sociale. Sans pour autant, là où il faut qu'on soit très vigilant, c'est sans pour autant annihiler, bien sûr, ou trop diminuer la dimension motrice. On n'est pas des profs de méthodo. Hein. On reste bien des professeurs d'éducation physique et sportive. Dans cette dimension inclusive, l'adaptation de l'enseignement a vraiment éminemment progressé. On a des chiffres. Hein. Il y a peu d'élèves qui sortent sans notes, au prétexte qu'ils sont en situation de handicap, par exemple. On a fait énormément là-dessus. On a eu une vraie réflexion qui s'est menée. Donc ça, c'est vraiment des points positifs. Et puis, ce qu'on constate, donc c'est des points un peu plus, disons que c'est des points de vigilance qu'on a pu évoquer, c'est qu'au fur et à mesure, les programmes ont été oubliés, entre guillemets, hein, je l'ai mis, au bénéfice de la certification. Et l'arrivée des référentiels, si on ne doit pas forcément diaboliser toute cette... moi, j'ai fait partie des gens qui les ont écrits, donc je ne vais pas me flageller. Je pense que les référentiels, à un moment, ont apporté aussi quelque chose dans le pilotage par l'aval, dans le cap à donner, dans l'obligation de résultat qui était attendue, et dans parce que ce qui doit être certifié doit avoir été enseigné. Donc ça induit des évolutions, notamment dans des rôles, l'évaluation du rôle de juge, l'évaluation de dimensions qui n'étaient pas au départ prévues dans notre PS et dans notre évaluation au bac. Donc ça a eu des effets positifs aussi, mais au fil du temps, là les effets négatifs, on va dire, ont pris le dessus. Et on enseigne les référentiels.
On n'enseigne plus le PS, enfin on n'enseigne plus les programmes. On s'est désintéressé des objectifs. Alors, je caricature, hein, bien sûr, c'est du macro et tout ça. Hein. C'est aussi pour vous faire réagir. Dans la compétence de demi-fond, il n'est jamais dit, dans la compétence attendue de demi-fond, il n'est jamais dit qu'il faut faire du 3x500. Or, on voit que ça. Enfin, je ne dis pas que j'ai des inspecteurs devant moi qui pourront... On ne fait plus de demi-fond, on fait du 3x500. Même les élèves disent ça. Donc, il y a eu une bascule. L'offre de certification, au fur et à mesure, elle s'est recentrée sur 4 APSA. Demi-fond, musculation, badminton, acrosport. Souvent dès la seconde, voire, et je vous renvoie à un petit document qu'on a fait sur les programmes avant 2016 de collège, hein, qui sont sur EduScol, j'y reviendrai, voire au collège. Si on enlève la musculation, ce sont les mêmes activités. Donc un élève, il doit savoir courir à la fin normalement. Hein. On pourrait peut-être l'évaluer, ça pour le coup, avec la Cour des comptes, mais il a quand même beaucoup couru. Donc ça, c'est un constat. Je ne fais pas de procès, mais c'est un constat qu'on fait et qui est indéniable. Les jeunes filles de lycée professionnel continuent de nous poser un problème. Elles sont encore dispensées de l'examen du bac pro à 8%. Alors que partout ailleurs, on a baissé les pourcentages de dispense et on a progressé là-dessus. Eh bien, la fille de lycée professionnel, actuellement, elle ne s'y retrouve pas. Alors, il y a peut-être d'autres raisons, on peut trouver des causalités externes, bien sûr, mais on doit quand même interroger, nous, notre éducation physique et sportive. Ce qu'on a fait. Et puis, ce qu'on constate aussi, c'est la faiblesse des pratiques relevant du champ 3 au collège. Et puis, évidemment, au collège, il n'y a pas de champ 5. Donc, voilà. Avec ces constats-là, on a fait des choix. Le législateur a fait des choix.